Le jour du mariage de ma fille, elle a planté ses yeux dans les miens et m'a lancé. Désormais, j'ai une véritable mère. Tu peux partir. Sans dire un mot, j'ai quitté l'église. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait de réveiller la mauvaise femme. Je m'appelle Eugénia, j'ai 71 ans et je venais de subir l'humiliation la plus profonde de mon existence. Pendant 35 ans, j'ai été la seule figure maternelle dans la vie de Rafala. Son père est décédé alors qu'elle n'avait que 21 ans et dès ce jour, j'ai représenté pour elle tout son monde. J'ai cumulé 3 emplois afin de payer ses études privées. J'ai vendu la bague de fiançailles de mon mari défunt pour financer son master. J'ai même hypothéqué 2 fois cette maison pour qu'elle ne manque jamais de rien. Hier matin encore, j'étais pleine d'enthousiasme, repassant ma robe rose pâle, la même que j'avais portée lors de sa remise de diplôme. La seule tenue élégante que je possédais. Devant le miroir de la salle de bain, je peaufinais ma coiffure, répétant le sourire que j'arborais en la voyant avancer vers l'autel. J'avais économisé 1 an pour lui offrir les boucles d'oreilles en perles ayant appartenu à ma mère. Tout a basculé 6 mois plus tôt quand Rafala a rencontré Victoria, la mère de Mauricio. Victoria appartient à la haute société, des propriétés en centre-ville, des tenues toujours impeccables comme sorties d'un magazine. Dès notre première rencontre, elle moisait comme si j'étais une domestique. Un jour, en buvant le thé chez elle, elle m'a dit quel dommage que Rafala n'ait pas eu une mère plus raffinée. Peu à peu, elle a semé des idées dans l'esprit de ma fille. Une femme de votre rang doit se détacher de certaines parties de son passé, murmura-elle. Ton avenir est avec nous. J'ai vu Rafala commencer à rougir de notre modeste maison, de mes mains usées, de mon accent qui trahissait mes origines simples. Les visites se sont espacées, les appels se sont faits rares. Je suis occupée, maman, répétait-elle. Victoria m'enseigne les codes de la haute société. Chaque mot m'écorchait le cœur, mais j'espérais qu'après le mariage, tout redeviendrait comme avant. Quelle naïveté! La cérémonie se tenait dans l'église la plus chic de la ville. J'étais arrivée tôt, un petit bouquet de fleurs à la main, cherchant ma place au premier rang. Mais un homme en costume m'a barré le passage. Pardon madame, cette zone est réservée à la famille proche. Il m'a désigné ma place au 15e rang. 15 rangs derrière comme une simple invitée, comme si je n'avais jamais veillé sur elle la nuit, appris à marcher, travaillé jusqu'à me blesser les mains pour lui offrir un avenir. Rafala est entrée splendide dans une robe blanche valant plus que 6 mois de mon salaire. À son bras, Victoria, parfaite image de la mère de la mariée. Ma fille m'a aperçue au fond mais n'a pas souri. Son regard m'a traversé comme si je n'existais pas. Après la cérémonie, à la réception, je me suis approchée pour la féliciter, tenant dans mes mains tremblantes les boucles d'oreilles en perles de ma mère. Rafala, mon amour, je voulais te les offrir. Elle m'a fixée avec une froideur inconnue. Victoria juste derrière elle, le sourire empoisonné. Maman, prononçant ce mot comme un fardeau. Il faut que tu saches Victoria dorénavant. Elle sera ma vraie mère, celle qui m'apportera le statut que je mérite. Mes jambes ont flanché. Rafaela, tu comprends très bien, m'a-t-elle coupé net. Je n'ai plus besoin de toi. Victoria m'a appris que je ne peux pas laisser mon passé ruiner mon avenir. Elle se pencha vers mon oreille et murmura les mots qui me déchirèrent. J'ai une vraie mère maintenant. Vas-y. Des larmes commencèrent à couler sur mes joues, mais je ne dis pas un mot. Tous les invités nous regardaient. Victoria triomphe. Mauricio détourna le regard. Honteux, mais trop lâche pour me défendre. Je laissai les boucles d'oreilles sur la table et me dirigeai vers la sortie. Personne ne m'arrêta. Personne ne me suivit. 35 ans d'amour inconditionnel s'évanouirent à cet instant. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à n'en plus pouvoir. J'étais assise dans ma petite cuisine, entourée de tous les souvenirs de Rafala. Ses dessins d'école primaire scotchés au réfrigérateur, les lettres qu'elle m'écrivait adolescente,
les photos de nos anniversaires fêtés avec des gâteaux faits maison parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller au restaurant. Tout cela semblait un mensonge. Le lendemain, j'attendais son appel. Des excuses, une explication, quelque chose, mais mon téléphone resta silencieux. Je composais son numéro 3 fois, mais je tombais directement sur la messagerie. Je lui écrivis des messages auxquels elle ne répondit jamais. Rafala, s'il te plaît, parlons. Je suis ta mère, mon amour. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je t'aime quoi que tu dises. Rien. Un silence absolu. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée à ma porte. Elle provenait d'un cabinet d'avocats prestigieux. À l'intérieur se trouvait une lettre qui m'a glacé le sang. Chère Madame Eugenia Martinez, nous vous informons par la présente que Mademoiselle Rafala Victoria de la Croix a décidé de changer légalement de nom de famille et de rompre tout lien familial avec vous. De la Croix avait pris le nom de Victoria, effaçant ainsi toute trace de moi de son identité. La lettre continuait. Vous êtes également informé que toutes les prestations, assurance vie, héritage qui pourraient vous revenir ont été transférées à Madame Victoria de la Croix qui agit désormais comme votre mère légale. Mon nom avait été effacé de tout, de l'assurance vie de 2 millions de dollars que je payais depuis des années, du fonds d'urgence que j'avais constitué petit à petit, du compte d'épargne joint où je conservais de l'argent pour nos futures vacances. J'en ai eu le souffle coupé. Non seulement j'avais perdu ma fille, mais j'avais aussi perdu les 1000 dollars que j'avais épargnés sur ce compte. Tout ce que j'avais mis des années à accumuler. Maintenant, tout était entre les mains de Victoria. Les jours se sont transformés en un enfer silencieux. Sans l'assurance que Rafala m'a aidé à payer et les économies du conjoint, je ne pouvais pas rembourser l'hypothèque de la maison. La banque m'a informé que j'avais 30 jours pour rattraper mon retard sous peine de perdre la propriété. Cette même maison où j'ai élevé ma fille seule, où chaque mur était orné de nos souvenirs, où je pensais vieillir en paix. J'ai dû faire mes valises et déménager dans un motel bon marché en périphérie. Le Sunset Motel avait des taches d'humidité sur les murs, un lit qui grinçait à chaque mouvement et le bruit incessant de la circulation m'empêchait de dormir. Je payais 150 dollars par semaine, une somme prélevée sur ma petite pension de veuve. Le matin, j'allais au café du coin où une tasse de café coûtait 3 dollars. Je m'asseyais à la même table près de la fenêtre, regardant passer des familles heureuses, des mères et leurs fils adultes bras dessus bras dessous faisant les magasins ensemble. Riant ensemble ce que je pensais avoir pour toujours. Un après-midi, désespéré d'entendre la voix de Rafala, je suis allé dans sa nouvelle maison. Victoria lui avait offert une maison dans le quartier le plus chic en cadeau de mariage. Debout devant la porte dorée, je contemplais les fenêtres illuminées, imaginant ma fille en train de dîner avec sa nouvelle famille. J'ai sonné, une femme de chambre m'a ouvert. Je cherche Rafala et je dis d'une voix tremblante. Je suis sa mère. La femme m'a regardé avec pitié. Je suis désolée madame, mais j'ai reçu l'ordre de ne pas vous laisser entrer. Mademoiselle Rafala a été très claire. Vous n'êtes plus la bienvenue ici. Mes genoux ont failli céder. Ma propre fille avait ordonné que je sois traitée comme une dangereuse étrangère. Je me suis éloignée de cette porte, me sentant plus petite que jamais, arpentant seule ces rues élégantes où je n'avais clairement pas ma place. De retour dans ma chambre de motel, je me suis assise au bord du lit, regardant une vieille photo que j'avais réussi à sauver. Rafala avait tachant. Elle me serrait dans ses bras après sa pièce de théâtre. J'avais séché le travail pour aller la voir jouer la princesse. Tu es la meilleure maman du monde, m'avait-il dit ce soir-là. Je t'aime plus que tout. Ces mots sonnaient désormais comme une cruelle parodie du destin. Les jours suivants furent une routine de survie. Je me levais, manga une barre de céréales bon marché et partais chercher un emploi à 7 à 1 an alors que personne ne voulait embaucher une femme plus âgée. Je rentrais au motel à la tombée de la nuit, achetais à manger à la suite de la station-service et me couchais en me demandant comment j'avais pu en arriver là. Un soir, alors que j'essayais de dormir dans ce lit inconfortable,
J'ai entendu des rires à travers les cloisons fines. Une famille fêtait un anniversaire dans la chambre d'Aix sans grave côté. Joyeux anniversaire ma fille, a crié une mère à sa fille adulte. Je t'aime tellement. Leur bonheur était comme mes plaies ouvertes qui se rouvraient. Je me suis levée et suis sortie sur la petite terrasse du motel. La ville scintillait au loin, pleine de lumière et de vie, mais je me sentais complètement déconnectée de tout. J'avais tout donné pour ma fille. J'avais sacrifié ma jeunesse, mon confort, mes rêves. Et maintenant, j'étais seule, sans argent, sans maison, sans famille. Pour la première fois, le mariage me parut autre chose que de la tristesse. Une étincelle de plus sombre commença à grandir en moi. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était une sorte d'éveil. Rafala et Victoria pensaient m'avoir détruite, m'avoir pris tout ce qui comptait, mais ils avaient tort, car il y avait des choses qu'ils ignoraient de moi, des choses que j'avais cachées pendant tant d'années que je les avais presque oubliées moi-même. Le lendemain matin, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Fouiller les quelques objets que j'avais réussi à sauver de chez moi. J'avais une petite valise contenant des documents importants, des photos et de vieux papiers que je n'avais jamais pris la peine de trier complètement. Je me suis assise par terre dans la chambre de motel et j'ai tout étalé sur la moquette tachée. Il y avait mon acte de mariage, Johnny parlant, nos actes de naissance et celui de Rafala, les actes de propriété de la maison que je venais de perdre et au fond enveloppé dans un sac plastique déjà cristallisé. J'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. C'était une épaisse enveloppe scellée par un notaire. Je l'avais conservée à la mort de mon mari 15 plus tôt, mais dans la douleur du veuvage et le désespoir d'élever seul Rafala, je ne l'avais jamais ouverte complètement. Je n'avais lu que la première page qui parlait de son assurance vie et de quelques biens mineurs. Je pensais qu'il n'y avait rien d'autre d'important là-dedans. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et j'en ai sorti tous les documents. Il y avait des pages et des pages que je n'avais jamais vues. Mon mari était un homme discret. Il ne parlait jamais d'argent ni de biens. Je savais qu'il travaillait dans l'immobilier, mais j'ai toujours pensé qu'il n'était qu'un employé parmi d'autres, pas quelqu'un d'important. En lisant, mon cœur s'est mis à battre plus fort. Testament de Roberto Ángel Martínez Ferreira. La première page parlait de l'assurance vie que je connaissais déjà, mais en poursuivant ma lecture, des choses m'ont coupé le souffle. À ma chère épouse Eugenia Martinez, je lègue tous mes biens immobiliers dont un immeuble commercial situé au Venu Reforma d'une valeur de 800 000 $. J'ai écarquillé les yeux, un immeuble commercial. Roberto ne m'avait jamais dit qu'il en possédait un. J'ai continué ma lecture. Les mains tremblantes. Un terrain sans valeur de 5000 mètres carrés dans un quartier résidentiel de Las Palmas d'une valeur de 200 000 $. La Palma, c'était exactement le quartier où Victoria avait sa maison, où Rafala vivait désormais, mais ce n'était pas tout. Un appartement de luxe à Torre Esmeralda au 23e étage estimé à 900 000 $, entièrement payé. D'autres propriétés étaient en vente, des locaux commerciaux, des terrains et même des actions de sociétés que je ne connaissais pas. La valeur totale dépassait les 4 millions de $. Je suis restée figée. Pendant 15 ans, j'ai vécu dans la pauvreté, travaillant comme femme de ménage, vendant mes biens pour donner à Rafala ce dont elle avait besoin. Pendant tout ce temps, j'étais millionnaire sans le savoir. Roberto avait tout laissé à mon nom, mais je n'avais jamais réclamé l'héritage car j'ignorais son existence. Il y avait un mot personnel de Roberto à la fin. Ma chère Eugenia, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. J'ai passé ma vie à acheter des propriétés au nom de sociétés écrans pour protéger notre famille. Tout est à ton nom maintenant. Utilisez le pseudonyme Elena Vega sur les documents légaux pour préserver la confidentialité. Maître Ernesto Maldonado a tous les détails. J'espère que tu utiliseras cet héritage à bon escient. Je t'aime pour toujours. Elena Vega. Roberto avait créé une identité juridique complètement distincte pour gérer les propriétés. J'étais Elena Vega, une femme d'affaires multimillionnaire et je l'ignorais.
Les mains tremblantes, j'ai fouillé l'enveloppe jusqu'à trouver une vieille carte de visite. Ernesto Maldonado, avocat spécialisé en immobilier. Le numéro de téléphone était toujours là, imprimé en lettres dorées usées. Je l'ai composé depuis la cabine téléphonique du motel. Je n'étais pas sûr que l'avocat travaillait encore après tant d'années. La sonnerie a retenti 3 fois avant qu'une voix masculine ne réponde. Cabinet Maldonado. Bonjour. Bonjour, ai-je dit d'un ton hésitant. Je cherche maître Ernesto Maldonado. Voici Elena Vega. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix est devenue plus formelle, presque respectueuse. Madame Vega, nous attendons votre appel depuis 15 ans. Maître Maldonado est disponible immédiatement. Quand pouvez-vous venir au bureau? 2 heures plus tard, j'étais assise en face d'un élégant sexagénaire dans un luxueux bureau du centre-ville. Ernesto Maldonado m'a accueilli comme si j'étais la reine d'Angleterre. Madame Elena, a-t-il dit, utilisant le nom que Roberto avait choisi. Votre mari était un homme très intelligent. Il a créé un empire immobilier sous son identité alternative. Tout est parfaitement légal. Tous les impôts sont payés. Tous les documents sont en règle. J'attendais juste que vous veniez réclamer ce qui vous appartient. Il m'a montré des dossiers remplis de contrats, d'actes notariés et de relevés bancaires. Vos propriétés ont généré des revenus pendant toutes ces années. Nous avons un fonds de 4 200 000 $ qui vous attend, plus les propriétés qui valent maintenant bien plus cher que lorsque votre mari les achetait. J'avais la tête qui tournait. En liquide, oui, plus les propriétés. Au total, votre patrimoine dépasse les 8 millions de dollars, Madame Elena. 8 millions de dollars. Quand je vivais dans un motel à 150 $ la semaine, j'avais 8 millions de dollars qui m'attendaient. Il y a autre chose, a poursuivi Monsieur Maldonado en ouvrant un dossier rouge. L'une de vos propriétés est particulièrement intéressante. Vous connaissez le quartier de Las Palmas? Mon cœur s'est arrêté. Oui, vous êtes propriétaire du terrain où est construit tout ce quartier résidentiel. Les manoirs sont construits sur votre terrain, Madame Elena, y compris la demeure de la famille de la Croix. Victoria, la femme qui m'avait enlevé ma fille, qui m'avait humiliée, qui se croyait supérieure à moi, vivait sur mon terrain. Les baux arrivent à expiration, poursuivit l'avocat. En tant que propriétaire, vous avez le droit de renouveler ou non les baux. Un sourire commença à se dessiner sur mes lèvres. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une sorte d'espoir. Mais ce n'était pas exactement de l'espoir. C'était quelque chose de plus puissant. Conora et Elena, a dit l'avocat, que voulez-vous faire de vos biens? J'ai regardé par la fenêtre la ville qui s'étendait devant nous. Quelque part, Victoria prenait un verre sur sa terrasse, persuadée d'avoir gagné. Rafala jouait la fille d'une femme riche, honteuse de ses véritables origines. Toutes deux pensaient m'avoir détruite. Je veux tout récupérer, je dis fermement. Chaque centime, chaque bien, chaque droit qui m'appartient et je veux le faire discrètement. Discrètement, c'est Aura? Oui, ai-je répondu, sentant pour la première fois depuis des semaines que j'avais le contrôle de ma vie. Ils sauront qui je suis vraiment, mais seulement quand il sera trop tard pour y faire quoi que ce soit. Ernesto. Il était clair qu'il attendait ce moment depuis aussi longtemps que moi, sans même le savoir. Ce sera un plaisir de vous aider, Sonora et les Vega. Les jours qui suivirent furent les plus étranges de ma vie. Le matin, j'étais encore Eugenia, la femme abandonnée vivant dans un motel miteux. Mais l'après-midi, je me transformais en Elena Vega, une femme d'affaires multimillionnaire qui commençait à déplacer des pièces sur un échiquier que personne d'autre ne pouvait voir. Ernesto m'ouvrit un nouveau compte bancaire sous mon identité légale d'Elena. Quand je vis le relève pour la première fois, je dus me redresser. En chiffres réels, immédiatement visibles sur mon écran, plus d'argent que je n'en avais jamais vu de toute ma vie.
La première chose que je fis fut de déménager, mais pas dans un manoir. Ça aurait été trop évident. Je louais un appartement discret de la classe moyenne, confortable, mais pas opaque sans grave-l'œil. Il fallait que je reste invisible tout en étudiant mes ennemis. Ernesto m'apporta un dossier complet sur la famille de la Croix. Victoria n'était pas aussi riche qu'elle en avait l'air. Sa fortune reposait sur des prêts et des apparences. La maison où elle vivait avait une hypothèque de $6 et le terrain. Mon terrain lui coûtait $50 000 par an en loyer. Mais il y avait plus intéressant encore. Il avait des dettes importantes auprès de plusieurs banques et sa société d'importation était déficitaire depuis 2 ans. Madame de la Croix vit à crédit, m'expliqua Ernesto. Son train de vie dispendieux ne correspond pas à ses revenus réels. Elle entretient une façade très luxueuse. Une femme qui vit sur les apparences a beaucoup à perdre. Entre-temps, je commençais à les observer dans l'ombre. Chaque après-midi, je m'asseyais dans différents cafés près de la boutique où Victoria emmenait Rafala à faire du shopping. Je les voyais entrer avec des sacs de boutique de luxe, riant, se comportant comme la mère et la fille parfaite que nous n'avons jamais été. Un après-midi, je les suivis au salon de beauté le plus exclusif de la ville. Elles se faisaient faire les manucures ensemble, parlant de leurs prochaines vacances en Europe. Rafala avait l'air différente, plus soignée, plus sophistiquée, mais aussi plus vide. Elle n'avait plus ce rire sincère dont je me souvenais de sa jeunesse. Elle riait maintenant comme Victoria, avec une élégance calculée qui sonnait faux. « Tu sais quoi, mère ?» entendis-je Raphaël dire à Victoria. « Mère !» Le mot me transperça comme un couteau. Parfois, je ne me souviens même plus de ma vie d'avant. C'est comme si je me réveillais d'un cauchemar. Victoria satisfait. C'est comme ça que ça doit être, ma chère. Le passé n'est que ça. Le passé, l'important, c'est l'avenir que nous avons construit ensemble. Je restais là invisible à leurs yeux, les écoutant réduire 35 ans de ma vie à un cauchemar qu'ils préféraient oublier. Cette nuit-là, j'ai appelé Ernesto. Je veux que vous enquêtiez sur tous les contrats de la famille de la Croix. Hypothèque, prêt, dette, tout. Dans quel but se Nora Elena? Je veux savoir exactement combien d'argent ils doivent, à qui ils le doivent et quand leurs paiements sont dus. Une semaine plus tard, j'avais toutes les informations. Victoria devait $300 000 sur ses cartes de crédit. L'hypothèque de sa maison était en retard de 3 mois et sa société avait un prêt de $100 000 à rembourser dans 2 mois, sans compter les $50 000 annuels qu'elle me devait pour le terrain qu'elle n'avait pas remboursé depuis 6 mois. Ce n'est pas tout, me dit Ernesto en souriant. Le bâtiment où se trouve votre société d'importation est aussi le vôtre. Ce Nora Elena. Elle paye un loyer pour un bien dont vous êtes propriétaire. L'ironie était délicieuse. Victoria me payait sans le savoir depuis des années. Ernesto, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, dis-je. Je veux racheter toutes ces dettes, toutes jusqu'au dernier. Parle aux banques, aux sociétés de cartes de crédit, à tous ceux qui lui ont prêté de l'argent. Je veux posséder chaque centime qu'elle doit. Ernesto me regarda avec admiration. Sonora Elena, cela ferait de vous l'unique créancière de Victoria de la Croix. Vous auriez un pouvoir absolu sur sa situation financière. Exactement. Les jours suivants, Ernesto travailla comme un génie de la finance. Une à une, il racheta toutes les dettes de Victoria. Les banques étaient ravies de vendre les prêts douteux à prix réduit. Au total, j'ai dépensé 9 mètres dollars pour acquérir des dettes totalisant 1 million de dollars. Victoria me devait désormais tout son argent, même si elle ignorait encore. Pendant ce temps, j'enquêtais aussi sur Mauricio, le mari de Rafala. C'était un homme faible, dominé à la fois par sa mère et sa nouvelle épouse. Il travaillait dans un cabinet de conseil où il gagnait bien sa vie, mais pas exceptionnellement. Son salaire ne lui permettait pas de supporter le train de vie que Victoria imposait à la famille. Un après-midi, alors que je prenais un café près de son bureau,
je l'ai vu quitter le travail. Il avait l'air stressé. Il avait une expression inquiète que je n'avais pas remarquée le jour du mariage. Je l'ai suivi dans un bar où il a rencontré un homme plus âgé. Je ne sais pas ce qu'on va faire, papa, a-t-il dit à son père. Maman dépense de l'argent qu'on n'a pas. Nos cartes de crédit sont au maximum. La maison a des problèmes de crédit immobilier, et Rafala ne comprend pas qu'on n'est pas aussi riche qu'on le paraît. Son père soupira. Ta mère a toujours vécu au-dessus de nos moyens. Mais maintenant, avec Raphaël, la famille se sent obligée de maintenir un niveau de vie que nous ne pouvons pas maintenir. Le pire, c'est que Rafala a abandonné sa vraie mère à cause de ça. Poursuivit Mauricio et maintenant, elle nous demande de lui acheter une voiture de luxe parce que toutes les femmes de son rang en ont une. Elle ignore qu'on a du mal à payer les factures. Mauricio avait une conscience. Je savais que ce qu'ils avaient fait était mal, mais j'étais trop lâche pour affronter les femmes de sa famille. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement, je me suis assise devant le miroir. Je n'étais plus la femme brisée qui avait quitté ce mariage un mois plus tôt. Ma posture était différente, mon regard plus ferme. J'avais retrouvé quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, ma dignité. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro d'Ernesto. Sonora Elena, comment puis-je vous aider? Il est temps que Victoria sache qui est vraiment sa créancière, lui ai-je dit. Fixez un rendez-vous avec elle pour demain. Dites-lui qu'Elena Vega, sa nouvelle créancière principale, souhaite discuter des modalités de remboursement de ses dettes. Voulez-vous que je révèle son identité? Pas encore, ai-je répondu, sentant un sourire glacial se dessiner sur mes lèvres. Je veux qu'elle pense qu'Elena Vega n'est qu'une femme d'affaires comme les autres. Qu'elle supplie d'abord qu'elle ressente ce que l'on ressent lorsqu'on est sous le contrôle de quelqu'un de plus puissant. Compris Sonora Elena. J'ai raccroché et j'ai regardé la ville par la fenêtre. Demain, le vrai jeu commencerait. Victoria Delacroix allait connaître le vrai pouvoir. Pas celui qu'on achète avec les apparences, mais celui qu'on construit avec patience et intelligence. Et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le rendez-vous était prévu à 15 heures dans le bureau d'Ernesto. Je suis arrivé 1 heure en avance et j'ai pris place dans la salle de conférence avec Tiga d'où je pouvais tout entendre à travers la fine cloison. Tout en restant invisible. Ernesto avait installé un petit micro pour que je ne perde rien. À 3 heures précises du matin, j'ai entendu les talons de Victoria claquer dans le couloir de marbre. Sa voix était claire et taine. J'espère que ça ne sera pas trop long. J'ai un rendez-vous au spa à 16 heures. Bonjour Madame Delacroix. J'ai entendu la voix professionnelle d'Ernesto. Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Écoutez, monsieur, a commencé Victoria sur ce ton condescendant que je connaissais aussi. Je ne sais pas quel genre de malentendu existe, mais je ne dois rien à Elena Vega. Mes finances sont parfaitement en ordre. Ernesto Carraspo, je crains qu'il y ait une erreur dans vos informations. Madame Delacroix, Madame Elena Vega a récupéré toutes vos dettes. Votre prêt immobilier auprès de la Banque Nationale, vos cartes de crédit Chasse et American Express, le prêt commercial de votre entreprise auprès de Santander et bien sur les arriérés de loyer du terrain où est construite votre résidence. Il y eut un silence de plusieurs secondes. Lorsque Victoria reprit la parole, sa voix avait perdu toute son arrogance d'antan. Comment est-ce possible? Les banques ne peuvent pas vendre mes créances et m'avertir. Elles le peuvent, Madame Delacroix, lorsque les prêts sont en souffrance. D'après nos archives, vous devez au total 400 000 $ à Madame Elena Vega. Votre situation est délicate. C'est ridicule. J'entendis Victoria se lever de sa chaise. Qui est cette Elena Vega? Je n'ai jamais entendu ce nom dans le monde des affaires. Vous êtes une femme d'affaires très discrète, Madame Delacroix. Vous préférez rester discrète, mais je vous assure que vous êtes parfaitement honnête. En fait, c'est l'une des plus importantes propriétaires immobilières de la ville. Je veux lui parler immédiatement.
Je crains que ce ne soit pas possible aujourd'hui. Madame Vega évalue ses options juridiques. Cependant, elle m'a autorisé à vous proposer un plan de paiement. Victoria silencieux. Estande. Vous avez 30 jours pour payer la totalité de la dette. Sinon Madame Vega procédera à la saisie de vos biens. 30 jours, c'est impossible. Qui a 400 000 $ de disponibles en un mois? Voilà les conditions. Madame Crowe. Madame Vega a toutefois mentionné qu'elle pourrait envisager d'autres conditions si vous acceptez certaines concessions. CS concessions. Premièrement, la vacance immédiate du terrain à Las Palmas. Deuxièmement, le transfert de votre société d'importation dans le cadre du paiement et troisièmement des excuses publiques pour certaines indiscrétions sociales. Je ne m'empêchais de sourire. Ernesto suivait parfaitement le plan dont nous avions discuté. De quoi parle-t-il? Madame Vega est au courant de situations où vous vous êtes immiscé de manière inappropriée dans les relations familiales d'autrui. Elle trouve cela moralement répréhensible. Victoria resta silencieuse un long moment. Je l'imaginais essayant d'assimiler toutes ces informations. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement la voix tremblante. Bien sûr, vous avez jusqu'à demain midi pour me donner une première réponse. Après cela, Madame Vega engagera les poursuites judiciaires appropriées. J'ai entendu les pas de Victoria quitter le bureau, mais cette fois ils n'étaient plus aussi sûrs qu'avant. Ils étaient pressés, nerveux. 10 minutes plus tard, Ernesto est entré dans la pièce où j'attendais. Comment ça s'est passé, Madame Elena? Parfait, lui ai-je dit. Vous avez remarqué comme sa voix a changé lorsqu'elle a compris qu'elle n'avait aucun contrôle. Oui, elle est passée de l'arrogance à la panique en quelques minutes. Que faire maintenant? Attendons. Et en attendant, préparons la deuxième phase. Ce soir-là, j'ai mis en œuvre la partie la plus délicate de mon plan. J'avais engagé un détective privé pour surveiller les conversations téléphoniques de Victoria et Rafala. Ce n'était pas tout à fait légal, mais Ernesto avait des contacts qui pouvaient faire ça discrètement. À 20 heures, j'ai reçu la transcription de l'appel que Victoria avait passé à Rafala dès son retour. Rafala, il faut qu'on parle. Urgent. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, tu as l'air bouleversée. On a des problèmes financiers. Sérieusement, il y a une femme nommée Elena Vega qui a racheté toutes nos dettes. Elle veut la totalité en 30 jours. Sinon elle nous prendra tout. Ele Vega, je n'ai jamais entendu ce nom. Combien d'argent? 400 000. Il y a eu un long silence. Rafala, tu es là? Oui, je suis là. C'est juste que maman, où allons-nous trouver autant d'argent? Je ne sais pas. Ton mari gagne bien, mais pas tant que ça et mes affaires tournent au ralenti. Que adviendra-t-il de la maison, de notre mode de vie? Je ne sais pas, ma chère. Peut-être qu'il faudra faire quelques ajustements. Non, je ne peux pas revenir en arrière maintenant. J'ai déjà dit à tous mes amis que j'avais une nouvelle vie. Je ne peux pas réapparaître soudainement en vivant comme avant, comme quand il vivait avec moi. Ai-je pensé à mes mamans? Ne t'inquiète pas, Rafala, on trouvera une solution. Et si on cherche Mauricio Sœur, il a de l'argent. Non, j'ai déjà essayé. Il s'inquiète aussi pour ses propres finances. Il dit qu'il ne peut pas nous aider avec une somme aussi importante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais parler à Elena Vega. Je vais voir si je peux négocier quelque chose. En attendant, tu dois parler à Mauricio s'il connaît quelqu'un qui pourrait nous prêter de l'argent. D'accord. Mais maman, promets-moi qu'on ne va pas tout perdre. Je ne peux pas retourner à cette vie-là. Cette vie-là, la vie avec moi, la vie où elle était aimée inconditionnellement, mais sans manoir ni voiture de luxe. L'appel s'est arrêté là, mais c'était suffisant. Victoria était désespérée, et Rafala était plus préoccupée par sa nouvelle image que par la résolution des vrais problèmes. Le lendemain à 11 heures, Victoria a appelé le bureau d'Ernesto. Monsieur l'avocat,
J'ai réfléchi à la demande en mariage de Madame Vega. J'ai besoin de plus de temps et j'aimerais aussi la rencontrer en personne. Madame Vega a accepté un rendez-vous mais à ses conditions. Ce sera demain à 17 heures dans son bureau privé, West Tor Esmeralda au 23e étage. C'est le bureau de la suite présidentielle. Tor Esmeralda au 23e étage. Mon luxueux appartement hérité de Roberto. Victoria ignorait que j'allais entrer chez moi. D'accord. J'y serai. Madame de la Crux, il y a une dernière condition. Laquelle? Madame Vega insiste pour que je vienne seule. Pas d'avocat, pas de famille, pas de témoin. Victoria a accepté, même si sa voix trahissait sa nervosité. Ce soir-là, j'ai tout préparé avec soin. J'ai fait appel à une entreprise de nettoyage pour laisser l'appartement impeccable. J'ai fait installer une élégante table de conférence dans la pièce principale. J'ai acheté un tailleur coûteux. Je me suis fait coiffer dans un salon exclusif et pour la première fois depuis des décennies, j'ai opté pour un maquillage professionnel. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. Je n'étais plus Eugenia, la femme de ménage abandonnée par sa fille. J'étais Elena Vega, une femme d'affaires influente qui contrôlait le sort de ses ennemis. Demain, Victoria rencontrerait Elena Vega, mais elle ne saurait pas encore qu'Elena Vega et Eugenia Martinez étaient la même personne. Pas encore. À 17 heures, la sonnette de mon appartement a retenti. Grâce à la caméra de surveillance, j'ai vu Victoria dans le couloir, visiblement nerveuse, se regardant dans le miroir de l'ascenseur. Elle portait son plus beau tailleur rose clair et ses bijoux les plus chers. Mais pour la première fois, depuis que je la connaissais, elle ne dégageait plus cette assurance arrogante qui m'avait tant dérangé. J'ai attendu exactement 2 minutes avant d'ouvrir la porte. Je voulais qu'elle ressente le malaise de l'attente. Madame Delacroix, ai-je dit d'une voix calme et professionnelle en ouvrant enfin. Je suis Elena Vega. Victoria m'a regardé de haut en bas, essayant visiblement de me jauger. J'avais tellement changé d'apparence qu'elle ne pouvait plus me reconnaître. Ma coiffure était complètement différente. Je portais des lunettes de créateur, un maquillage professionnel et un tailleur qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en 3 mois comme femme de ménage. Enchantée, Madame Vega, répondit-elle avec un sourire forcé. Merci de m'avoir invitée. Je la conduis à la pièce principale où j'avais tout aménagé comme une véritable salle de réunion. Victoria regarda autour d'elle, visiblement impressionnée. L'appartement était élégant mais sans ostentation. Exactement l'image que je voulais. Projetée. Veuillez vous asseoir, dis-je en désignant une chaise en face de la table. Je m'assis de l'autre côté, gardant mes distances et mon pouvoir. Madame Vega, commença Victoria d'une voix prudente. Je crois qu'il y a un malentendu sur ma situation financière. Il n'y a pas de malentendu, l'interrompis-je fermement. Vos dettes sont parfaitement justifiées. 400 000 $ au total. C'est juste que bon, ces derniers mois ont été difficiles. Mon entreprise est en restructuration temporaire. Votre entreprise est en faillite, Madame Crowe. Elle est dans le rouge depuis 2 ans consécutifs. Victoria Palette, vous avez fait beaucoup de recherches sur moi. J'enquête sur tous ceux qui me doivent beaucoup d'argent. C'est une bonne pratique commerciale. Écoutez, Madame Vega. Victoria changea de stratégie, se penchant en avant avec ce sourire manipulateur que je connaissais aussi. Je suis une femme de la haute société de cette ville. J'ai des relations importantes. Je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement qui nous soit bénéfique à toutes les deux. Quel genre d'arrangement proposez-vous? Eh bien, je peux vous payer une partie maintenant et le reste en mensualité. Je peux aussi vous présenter aux bons cercles sociaux. Une femme d'affaires, comme vous pourrez tirer profit de bonnes relations. Je ne peux m'empêcher de sourire froidement. Vous m'offrez des relations sociales en guise de paiement. C'est une proposition légitime. À notre.
Niveau social. Les relations valent autant que l'argent. Notre niveau social. Répétez-je lentement. Dites-moi, Madame Delacroix, que savez-vous de mon niveau social? Victoria s'agita, mal à l'aise. Eh bien, il est évident que vous êtes une femme accomplie, instruite et raffinée, contrairement à qui? Excusez-moi, je ne comprends pas la question. Je me demandais si vous considériez que toutes les femmes méritent le respect, quelles que soient leurs origines ou leur statut économique. Victoria fronça les sourcils, visiblement déconcertée par la tournure de la conversation. Bien sûr que oui. Je respecte tout le monde. Tous. Oui, tous. Même les mères qui travaillent et élèvent seules leurs enfants. Bien sûr. Même les femmes qui travaillent comme femmes de ménage pour payer les études de leurs enfants. Victoria commençait à paraître mal à l'aise. Madame Vega, je ne comprends pas où vous voulez en venir avec ces questions. J'essaie de comprendre votre personnalité, Madame Delacroix, car voyez-vous, j'ai des informations sur certaines situations où vous avez fait preuve d'un manque de respect remarquable envers des femmes en situation de vulnérabilité. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je ne comprends pas que vous ayez récemment convaincu jeune femme d'abandonner sa mère biologique pour vous adopter légalement. Victoria, c'est une affaire de famille privée. Privée. Une humiliation publique lors d'un mariage n'est pas vraiment privée. Comment savez-vous pour Victoria? Elle s'interrompit, les yeux écarquillés d'inquiétude. Je sais beaucoup de choses, Madame Delacroix. Par exemple, je sais que vous avez dit à cette jeune femme que sa mère biologique était une honte pour sa nouvelle position sociale. La situation était compliquée. Rafala avait besoin d'être guidée pour s'adapter à son nouveau mode de vie. Des conseils notamment pour lui apprendre à mépriser la femme qui avait tout sacrifié pour elle. Victoria, Madame Vega, je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez autant à mes affaires familiales, mais cela n'a aucun rapport avec ma situation financière. Asseyez-vous, dis-je d'une voix ferme. Nous n'en avons pas fini. Victoria hésita un instant puis finit par se rasseoir. Je voyais la peur grandir dans ses yeux. Ce qui est important, Madame Delacroix, c'est que je ne fais pas affaire avec des gens qui manquent d'intégrité morale. J'ai une intégrité morale. Oui, dites-moi. Qu'avez-vous ressenti en voyant cette mère sortir seule de l'église après que sa fille publiquement rejetée? Victoria silencieux. Cela lui procura une satisfaction de voir une femme de soi tant humiliée ainsi. Pas moi, ce n'était pas mon intention. Ce n'était pas votre intention. Vous avez tout planifié avec soin. Vous avez convaincu Rafala de changer légalement de nom de famille, de transférer toutes ses économies et son assurance vie, de la traiter comme une étrangère. Commentez-vous tous ces détails? Victoria était visiblement effrayée maintenant parce que cette femme dit en me levant lentement de ma chaise, c'était moi. Victoria reste complètement fée. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit et toute couleur disparut de son visage. Non, ce n'est pas possible. Je suis Eugenia Martinez, Victoria, la mère de Rafala, la femme dont vous avez volé la fille, la femme que vous avez humiliée publiquement, la femme de ménage que vous considériez comme si indigne de vous. Victoria se leva si vite que sa chaise. Elle se retourna. C'est impossible. Vous verrez une femme d'affaires prospère. Je suis les deux, dis-je calmement. Elena Vega est ma signature légale. Le nom que mon défunt mari a créé pour protéger nos biens. Eugenia Martinez est celle qui a élevé seule la fille que tu m'as prise. Non, c'est impossible. Pendant 15 ans, j'ai vécu dans la pauvreté sans savoir que j'étais millionnaire. J'ai travaillé comme femme de ménage tout en possédant des propriétés valant des millions de dollars. Mais maintenant, je sais tout, Victoria, et j'ai le pouvoir. Victoria se mit à reculer comme si elle voulait s'enfuir. C'est une conspiration. Une conspiration? Non. Victoria, c'est la justice. Rafala ne te croira jamais. Elle est heureuse de sa nouvelle vie. Et Rose. Je me suis rapprochée d'elle.
Sais-tu ce que j'ai entendu hier lors d'une conversation téléphonique entre vous? Elle était terrifiée à l'idée de retourner à cette vie. Vivre avec moi comme si avoir été aimé inconditionnellement était une honte. Tu ne peux rien prouver. Moi non plus. J'ai pris un dossier sur la table. Voici tous les actes de propriété des propriétés où tu es en direct. Tous les baux que tu as violés. Tous les documents qui prouvent qu'Elena Vega et Eugenia Martinez sont la même personne. Victoria regarda le dossier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Tu pensais avoir gagné? Continue d'une voix calme. Tu pensais avoir détruit une pauvre femme sans défense, mais en réalité, tu as réveillé une femme puissante endormie depuis 15 ans. Quoi? Que veux-tu de moi? Je veux que tu ressentes exactement ce que j'ai ressenti. Je veux que tu vives la perte, l'humiliation, l'abandon. Victoria se mit à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je peux te rendre Rafala. Rends-la-moi. Je la regardai avec mépris. Rafala n'est pas une propriété à rendre. C'est ma fille et elle devra décider elle-même qui elle est vraiment. Que va-t-elle faire de nous? J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire aimable. Demain, Victoria Delacroix, tu sauras ce que signifie tout perdre. Victoria a quitté mon appartement complètement. Dévastée. De par la fenêtre, je l'ai regardée se diriger vers sa voiture comme une vieille femme frêle et non comme la femme arrogante qui était entrée 1 heure plus tôt. Ses mains tremblaient tellement qu'il lui a fallu plusieurs tentatives pour ouvrir la portière. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, non pas par nervosité, mais par anticipation. Pendant des semaines, j'avais été la victime, la femme abandonnée, la mère rejetée. Il était temps pour eux de ressentir ce que l'on ressent lorsque le monde s'écroule sous nos pieds. À 8 heures du matin, j'ai appelé Ernesto. Il est temps de passer à la deuxième phase. Quelles sont vos instructions, Madame Elena? Je veux que vous commenciez immédiatement à libérer la propriété de Las Palmas. Envoyez les notifications légales ce matin. Ils ont 72 heures pour libérer la propriété et le bâtiment où se trouve leur entreprise. Je veux aussi que toute la famille de la Croix comprenne qu'elle n'a plus nulle part où se cacher. Autre chose? Oui. Contactez tous les prestataires de services de luxe auxquels ils font appel. Le country club, le spa, les boutiques où ils ont des crédits. Je veux qu'ils le sachent que Elena Vega n'autorise plus aucune dépense au nom de Victoria Delacroix. Compris? Et s'ils tentent de la contacter, ils ne doivent trouver Elena Vega nulle part. Officiellement, Elena Vega est devenue invisible. 2 heures plus tard, le chaos a commencé. Mon détective privé m'a tenu au courant de tout ce qui se passait grâce à des écoutes téléphoniques. Le premier appel a été de Victoria à Rafala à 10h30 du matin. Rafala, je veux que tu rentres immédiatement. Nous avons une urgence. Quelle urgence? Je suis au salon de beauté. Sors du salon immédiatement. Nous devons quitter la maison dans heure. Quoi? De quoi parles-tu? Elena Vega, voici. Oh mon Dieu! Rafala, voici ta mère biologique. Il y a eu un si long silence que j'ai cru que la ligne était coupée. C'est impossible. Pas impossible. Hier, je l'ai rencontrée. Elena Vega et Eugenia Martinez. Ta vraie mère possède tout. Notre maison, mon entreprise, nos dettes, tout. C'est impossible. Ma mère était une pauvre femme de ménage, un employé d'une entreprise de nettoyage multimillionnaire. Il s'est joué de nous tout ce temps. Complètement sûr. Oui, il m'a montré tous les documents. Nous sommes locataires de sa propriété. Rafala. Nous avons toujours été locataires de sa propriété. Cette fois, le silence a été encore plus long. Rafala, tu es là? Oui, oui, je suis là. C'est juste que mère, si c'est vrai quoi? Si c'est vrai, alors j'ai fait quelque chose de terrible, d'imponnable. Ne dis pas ça. Tu as fait ce qu'il fallait pour ton avenir. Ce qu'il fallait.
J'ai abandonné ma mère à son propre mariage. Je l'ai humiliée publiquement. J'ai pris toutes ses économies. C'était ta décision, pas la mienne. C'était ton idée. Tu m'as convaincu qu'elle était une honte pour moi. Je te guidais juste vers une vie meilleure. Une vie meilleure. Une vie fondée sur le mensonge et l'humiliation. Tu sais ce que ça veut dire? Victoria veut dire que ma vraie mère a toujours eu de l'argent. Ça veut dire que je n'ai jamais eu besoin de l'abandonner pour avoir une vie confortable. Ça veut dire que je lui fais du mal pour rien. Victoria ne savait pas quoi répondre. J'y vais tout de suite, continua Rafala, la voix brisée. Il faut qu'on en parle. 1 heure plus tard, un autre appel arriva cette fois de Mauricio à son père. Papa, j'ai une chose incroyable à te dire. Tu te souviens de la mère de Rafala, celle qu'on a abandonnée au mariage? Oui, cette entreprise qui m'a toujours semblé cruelle. Il s'avère qu'elle est millionnaire. Elle possède le terrain où nous vivons, l'immeuble où maman a son entreprise et toutes nos dettes. Qu'est-ce que tu racontes? Vivait sur la propriété de la femme qu'on a humiliée publiquement et que maintenant elle nous met dehors. Mauricio, c'est impossible. C'est vrai, papa. Maman vient de tout avouer. Elle dit l'avoir rencontrée hier et qu'Elena Vega est en réalité Eugenia Martinez. Mon Dieu! Et maintenant, que vont-ils faire? Je ne sais pas. Rafala est complètement dévastée. Elle dit qu'elle doit retrouver sa vraie mère et lui demander pardon. C'est peut-être la bonne chose à faire. Oui, je pense que oui, mais maman est furieuse. Elle dit que Rafala est manipulée émotionnellement. À 14 heures, mon téléphone a sonné vers 23 heures. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Elena Vega. C'était la voix de Rafala, mais elle avait une voix complètement différente, brisée, vulnérable comme la petite fille dont je me souvenais. Qui parle? Je suis Rafala. Rafaela Martinez. Elle avait recommencé à utiliser mon nom de famille. On pourrait parler de quoi? De tout? De ce que j'ai fait? De qui tu es vraiment? De savoir s'il y a un moyen d'arranger ça. Où est Victoria? Je ne sais pas. Elle est partie après notre dispute. Je crois qu'elle est allée voir des avocats pour voir si elle pouvait empêcher l'expulsion. Et toi, Rafala, que veux-tu? Il y a eu un long silence. Je veux voir ma vraie mère. Je veux m'excuser pour la chose la plus terrible que j'ai jamais faite. Ta vraie mère est morte, lui ai-je dit froidement. Elle est morte le jour où tu l'as abandonnée dans cette église. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Pourquoi pas? C'est la vérité. La femme qui t'a élevé, qui a tout sacrifié pour toi, qui t'a aimé inconditionnellement, cette femme n'existe plus. Elena Vega est quelqu'un d'autre. Pour toi, sa voix s'est brisée. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais je dois essayer de réparer ça. Comment comptes-tu réparer 35 ans d'amour que tu as détruit en 5 minutes? Je ne sais pas, cria-t-elle. Je ne sais pas mais je dois essayer. Je l'ai écoutée pleurer pendant plusieurs minutes. Une partie de moi, celle qui était encore voulait la réconforter mais Elena Vega était plus forte. Ce soir, je lui ai enfin dit à 20 heures dans le parc où nous allions quand tu étais petite, celui au bord du lac. Elle viendra, quelqu'un viendra. J'ai répondu, que ce soit ta mère ou Elena Vega, dépendra de ce que tu auras à dire. J'ai raccroché et regardé par la fenêtre. Le jeu atteignait son paroxysme. Victoria avait perdu tout son pouvoir. Raphaël avait repris conscience et je devais décider si je voulais me venger complètement ou s'il restait quelque chose de la mère que j'avais été. Cet après-midi-là, alors que je me préparais pour la réunion, j'ai reçu un dernier appel de mon enquêteur, Madame Elena Victoria de Croo. Elle vient d'arriver à la Banque nationale. Elle essaie d'obtenir un prêt d'urgence en utilisant un bien qui ne lui appartient plus comme garantie. Ils lui ont accordé le prêt, n'est-ce pas? Après vérification, après avoir récupéré la propriété,
Ils ont découvert qu'elle était entièrement au nom d'Elena Vega. Ils l'ont expulsée de la banque. Où est-elle maintenant? Dans sa voiture. Sur le parking de la banque. Elle pleure depuis 20 minutes. Pour la première fois depuis des semaines, je n'éprouvais aucune satisfaction à entendre parler des souffrances de Victoria. Je me sentais vide, comme si la vengeance n'était pas aussi douce que je l'avais imaginé. Il était temps d'affronter ma fille. Je suis arrivée au parc une demi-heure avant le rendez-vous. C'était le même endroit où j'emmenais Rafala enfant, où je lui apprenais à faire du vélo, où nous fêtions ses anniversaires quand nous n'avions pas d'argent pour les grandes fêtes. Les souvenirs m'ont submergé comme des vagues. Son rire quand je la poussais sur les balançoires, ses larmes quand elle s'écorchait les genoux, ses câlins spontanés quand elle me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Je me suis assise sur le même banc où nous nourrissions les canards. Le lac reflétait les lumières de la ville, créant une atmosphère qui aurait été romantique si elle n'était pas si douloureuse. À 20 heures précises, j'ai aperçu une silhouette qui marchait lentement sur le chemin. C'était Rafala, mais elle avait l'air complètement différente de ce que je l'avais vue ces derniers mois. Elle ne portait ni ses vêtements élégants, ni ses bijoux coûteux. Elle portait un jean simple et un chemisier blanc, comme lorsqu'elle vivait avec moi. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval et non la coiffure sophistiquée que Victoria lui avait imposée. Elle s'est approchée du banc lentement comme si elle craignait que je disparaisse. Ses yeux étaient rouges et gonflés à force de pleurer. « Maman » a-t-elle dit d'une petite voix, utilisant le mot qu'elle avait si cruellement rejeté des semaines auparavant. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardée un long moment, scrutant son visage. Je voyais l'enfant qu'elle avait été, mais aussi la femme qui avait choisi de me faire du mal. « Assieds-toi » ai-je finalement dit. Elle s'est assise à l'autre bout du banc, gardant ses distances. Aucune de nous deux n'a parlé pendant plusieurs minutes. Nous n'entendions que le bruit de l'eau et de la circulation au loin. Je ne sais pas par où commencer, a-t-elle finalement murmuré. Elle commence par m'expliquer comment il est possible que ma propre fille m'ait regardé dans les yeux et me dit qu'elle n'avait plus besoin de moi. Rafala se mit à pleurer doucement. Je ne voulais pas te faire de mal. Victoria me remplissait la tête d'idées depuis des mois. Quel genre d'idées? Elle m'a dit que pour vraiment appartenir à la haute société, je devais me défaire de mon passé modeste, que les épouses d'hommes prospères ne pouvaient pas avoir de mère-femme de ménage. Et tu l'as cru? Oui, murmura-t-elle. Je la croyais parce que je voulais la croire, parce que j'étais éblouie par tout ce qu'elle m'offrait. Que t'offrait-elle que je ne t'avais pas déjà donné? Un statut, de l'argent, le respect social. Elle marqua une pause. Des choses superficielles dont je réalise maintenant qu'elles ne valent rien comparées à ce que j'ai perdu. Et qu'as-tu perdu, Rafala? J'ai perdu la seule personne au monde qui m'aimait inconditionnellement. J'ai perdu la femme qui cumulait 3 emplois pour payer mes études. J'ai perdu ma vraie mère. Des larmes coulaient abondamment sur son visage. Victoria ne m'a jamais aimée. Elle me voyait vraiment comme un projet, comme une poupée qu'elle pouvait modeler pour sa propre satisfaction. Mais toi, tu m'aimais pour qui j'étais, pas pour qui je pouvais devenir. Et pourquoi as-tu mis si longtemps à le réaliser? Parce que j'étais aveugle, parce que j'étais tellement obsédée par l'idée de m'intégrer à un monde que je croyais meilleur que ma vie avec toi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Sais-tu ce que Victoria m'a dit aujourd'hui en apprenant que tu étais Elena Vega? Dis-le-moi. Elle m'a dit que je devrais être heureuse parce que maintenant j'avais accès à une mère vraiment riche. Elle ne comprenait pas pourquoi je pleurais. Pour elle, tu n'avais de valeur que maintenant que nous savions que tu avais de l'argent. J'ai ressenti une pointe de douleur mêlée de colère. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit qu'elle n'avait jamais rien compris, que la valeur d'une mère ne se mesure pas en dollars, mais en années de sacrifice, d'amour inconditionnel, d'être là quand on a le plus besoin d'elle. Sa voix s'est brisée. Je lui ai dit que j'avais perdu la plus grande femme du monde parce que j'avais suivi ses conseils.
Nous sommes retombés dans le silence. J'étais aux prises avec des émotions contradictoires. La partie de moi qui était encore Eugenia voulait la serrer dans ses bras, lui pardonner, lui dire que tout irait bien. Mais Téléa Vega était plus prudente, plus blessée. Sais-tu combien d'argent j'ai perdu à cause de vous deux? J'ai demandé de l'argent. Les 30 000 $ que j'avais économisés sur notre compte joint ont été transférés à Victoria quand tu as changé de nom de famille. J'ai dû vivre dans un motel car je ne pouvais pas payer mon prêt immobilier sans cet argent. Rafala se couvrit la bouche d'horreur. Non, je ne savais pas que c'était arrivé. Tu ne le savais pas. Tu as signé les papiers. Rafala, tu as autorisé le transfert de toutes mes économies. Victoria m'a dit que c'était des formalités légales, que cela n'affecterait pas ta situation financière. Mensonge après mensonge, ai-je murmuré. Tu te rends compte à quel point elle t'a manipulé? Oui, je m'en rends compte maintenant. Mais tu sais le pire dans tout ça. Quoi? Que je voulais être manipulée. Parce qu'il était plus facile de croire que tu ne me suffisais pas que d'affronter la réalité. J'étais une fille ingrate. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. C'était la première fois qu'elle assumait pleinement ses actes. Elle ne blâmait pas seulement Victoria. Enfant, a-t-elle poursuivi, je me suis toujours sentie différente des autres filles de mon école. Ils avaient des pères avec des emplois de bureau, de grandes maisons, des vacances onéreuses et j'avais une mère célibataire qui nettoyait des salles de bain pour payer mes études. Tu avais honte de moi. Parfois, a-t-elle admis et même si je savais que c'était la vérité, l'entendre me faisait mal. Pas toujours, mais parfois ça me faisait mal. Et je me détestais de ressentir ça car je savais que tu étais formidable. Je savais que d'autres mères n'auraient pas fait la moitié de ce que tu as fait pour moi. Mais quand Victoria est arrivée, elle t'a offert la chance d'avoir la mère que tu as toujours voulu. Exactement. Et j'ai été assez égoïste et lâche pour la saisir. Je me suis levée du banc et j'ai marché vers le lac. J'avais besoin de digérer ce que j'entendais. Rafala m'a suivi mais en gardant ses distances. Tu sais ce qui est le plus douloureux dans tout ça? Lui ai-je demandé sans me retourner. Quoi? Que si tu m'avais tout dit plus tôt. Si tu m'avais expliqué ce que tu ressentais, nous aurions pu travailler ensemble pour améliorer nos vies. J'avais de l'argent, Rafala, je l'avais toujours eu. On aurait pu vivre confortablement, voyager, avoir tout ce que tu voulais sans que tu m'abandonnes. Je ne savais pas que tu avais de l'argent, mais tu savais que tu m'aimais et tu savais que je t'aimais. Ça n'a pas suffi pour au moins me parler avant de prendre une décision aussi radicale. Tu avais raison, s'écria-t-elle. Tu avais absolument raison. J'étais lâche, j'étais égoïste, j'étais cruelle. Je me tournais vers elle. Et que veux-tu maintenant, Rafala? Que attends-tu de cette conversation? Je n'attends rien. Répondit-elle. Je n'attends pas ton pardon, car je sais que je ne le mérite pas. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant, car je sais que c'est impossible. Je voulais juste que tu saches que je suis consciente de l'ampleur de ce que j'ai fait et que je ferai tout pour y remédier. N'importe quoi. N'importe quoi. Quitterais-tu Mauricio? Abandonnerais-tu ta nouvelle vie? Reviendrais-tu vivre avec moi dans un humble appartement comme si de rien n'était? Elle hésita une seconde. Oui, même si cela impliquait d'admettre publiquement que tu avais tort, même si tes nouveaux amis de la haute société te tournaient le dos. Oui. Répondit-elle plus fermement. Je préfère être pauvre et méprisée avec toi que riche et respectée sans toi. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis une sorte d'espoir grandir en moi, mais Vega n'était pas prête à abandonner si facilement. Il faudra que j'y réfléchisse, lui dis-je. Cette conversation n'efface pas ce qui s'est passé. Je le sais. Je demande juste une chance de te montrer que je peux être la fille que tu as toujours méritée. Demain, il y aura une réunion chez Victoria. Je lui ai dit, les avocats vont procéder à l'expulsion. Si tu veux vraiment me prouver quelque chose, montre-moi de quel côté tu es le moment venu.
Le matin de l'expulsion, je suis arrivé à la villa de Las Palmas à 9 heures précises. Ernesto m'accompagnait avec un dossier rempli de documents juridiques et 2 huissiers. J'avais décidé d'être présente en tant qu'Elena Vega et non Eugenia. Je voulais que Victoria voie précisément qui détenait le pouvoir. La villa avait maintenant un autre aspect à la lumière du matin. Ce n'était plus le symbole du luxe inaccessible qui m'avait intimidé des mois auparavant. C'était simplement une maison construite sur mon terrain occupée par des gens qui me devaient 400 000 $. Victoria a ouvert la porte avant même que nous soyons. Elle avait une mine épouvantable. De profondes cernes sous les yeux, les cheveux en bataille, les mêmes vêtements froissés qu'hier. Elle avait vieilli de 10 ans en 2 jours. « Bonjour Madame de la Croix », ai-je dit d'une voix professionnelle. Nous sommes venus procéder à l'expulsion légale de cette propriété. C'est injuste, m'a-t-elle dit, une voix russe pour vous venger. J'utilise le mien pour récupérer ce qui m'appartient légalement. Vous avez violé les termes du bail en ne payant pas le loyer pendant 6 mois parce que vous ignoriez que vous en étiez propriétaire. L'ignorance n'annule pas les obligations contractuelles. Madame de la Croix, nous sommes entrés dans la maison. Victoria avait fait ses valises, mais il était évident qu'elle n'avait pas terminé. La plupart des meubles et des décorations étaient encore en place. Où est Rafala? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Elle est partie hier soir après notre dispute et n'est pas revenue. Quelle lady Spot? Victoria m'a regardé avec ressentiment. Elle veut se remettre avec toi que cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue si cela signifie perdre sa vraie mère. Je lui ai dit qu'elle était manipulée. Émotionnellement mais elle n'a pas écouté. Manipule émotion élément. Comment l'avez-vous manipulée? Je lui ai donné des opportunités que vous n'auriez jamais pu lui offrir. Avec quel argent, Victoria? Son entreprise est en faillite. Ses cartes de crédit sont au maximum. Son prêt immobilier est en défaut de paiement. Tout ce que tu as donné à Rafala reposait sur des dettes que tu ne pouvais pas rembourser. C'est temporaire. Les affaires ont des hauts et des bas. Non. Victoria. Les affaires exigent de la planification, de l'honnêteté et du travail acharné, des choses que tu ne comprends apparemment pas. Un des huissiers s'approcha. Madame Vega, souhaitez-vous que nous procédions à l'inventaire des biens saisissables? Oui, procédez. Victoria s'affala sur un canapé coûteux qui ne serait bientôt plus le sien. Que veux-tu de moi? Tu veux me voir dans la rue sans rien? Je m'assis en face d'elle, gardant mon calme professionnel. Je veux qu'elle comprenne ce que l'on ressent lorsqu'on perd tout ce qu'on considère comme important. J'ai perdu ma maison, mon entreprise, mon statut social. Tu n'as pas perdu l'essentiel. Quoi? Tu n'as pas perdu ton fils? Victoria me regarde perplexe. Mauricio est toujours ton fils. Tu l'aimes toujours. Malgré tout, j'ai perdu ma fille à cause de tes manipulations. Rafala, peut-elle revenir vers toi quand elle le souhaite? Le peut-elle? Le mal est fait. Victoria, tu lui as appris à me mépriser, à avoir honte de moi, à me voir comme un obstacle à son bonheur. Ces leçons ne s'oublient pas facilement. Victoria resta silencieux un instant. Que dois-je faire pour que ça cesse? Rien. Ce n'est pas ce que tu fais maintenant qui compte, c'est ce que tu as déjà fait. À ce moment-là, nous avons entendu une voiture rentrer sur le parking. Par la fenêtre, Rafala sortait d'un taxi. Elle portait une petite valise et avait l'air déterminée. Elle a franchi la porte d'entrée sans sonner. Me voyant assise dans le salon, elle s'est dirigée droit vers moi. Madame Elena Vega, a-t-elle dit d'un ton solennel, puis s'est tournée vers Victoria. Victoria, je suis venue chercher mes affaires. Je quitte cette maison. Que fais-tu? Victoria célébra à ce que j'aurais dû faire il y a des mois, choisir ma vraie famille. Elle te manipule. Elle utilise son argent pour te contrôler.
Rafala la regarda avec un calme que je n'avais jamais vu auparavant. Mon argent, Victoria. Ma mère n'a jamais eu besoin d'utiliser son argent pour me contrôler. Elle m'a contrôlé pendant 35 ans avec quelque chose de bien plus puissant, l'amour inconditionnel. Tu fais une erreur. J'ai fait l'erreur il y a 6 mois en décidant d'avoir honte de la femme qui m'a donné la vie. Raphaël se tourne vers moi. Madame Vega, je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit, mais s'il y a une chance de récupérer ma mère, je suis prêt à tout, y compris renoncer à votre mariage. Mon mariage est basé sur le mensonge et la manipulation. Mauricio est un homme bien, mais il ne peut se séparer de sa mère. Et je ne peux pas continuer à vivre dans un environnement où mon passé est considéré comme une honte. Victoria s'approcha de Rafala. Vas-tu gâcher ta vie pour une femme qui te fait du chantage émotionnel? La seule qui m'a fait du chantage émotionnel, c'est toi, répondit fermement Rafala. Tu m'as convaincu que l'amour de ma mère ne suffisait pas car il ne s'accompagnait pas d'un statut social. Tu m'as appris à privilégier les apparences, des sentiments sincères. Je t'ai donné des opportunités. Tu m'as offert une prison dorée. Tu as fait de moi quelqu'un que je n'étais pas, quelqu'un qui pouvait abandonner sa propre mère pour de l'argent. Rafala s'agenouilla devant moi. Maman, je sais que je ne suis plus Rafala Martinez. Je sais que je suis Rafala de la Croix sur les papiers. Mais si tu me le permets, je veux redevenir ta fille. Je veux retrouver mon vrai nom de famille. Je veux retrouver ma vraie vie. Je l'ai regardée à un long moment. Elena Vega voulait continuer à la punir, à la faire souffrir pour la douleur qu'elle m'avait causée. Mais Hugh, Gia, la mère que j'avais été pendant 35 ans, était là de tant de souffrance. Lève-toi, lui ai-je dit doucement. Elle se leva, les larmes aux yeux. Si tu veux vraiment redevenir ma fille, il y a des conditions. N'importe quelles conditions. D'abord, pas d'argent facile. Tu vas travailler, tu vas gagner ce que tu as. Tu vas valoriser chaque centime comme je l'ai fait pendant des années. Oui. Deuxièmement, n'aie pas honte de qui tu es ni d'où tu viens. Tu vas honorer notre histoire, nos luttes, nos sacrifices. Oui. Troisièmement, tu vas m'aider pour quelque chose d'important. Quoi? Nous allons créer une fondation pour les mères célibataires qui ont besoin de soutien pour élever leurs enfants. Nous allons utiliser mon argent pour quelque chose qui compte vraiment. J'adorerais faire ça avec toi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti qu'Elena Vega et Eugenia Martinez pouvaient coexister pacifiquement. L'une était le pouvoir et la justice, l'autre l'amour et la compassion. Victoria, je m'adressais à elle une dernière fois. Tu peux rester dans cette maison une semaine de plus pour trouver un autre logement. Après cela, la propriété sera rénovée pour la fondation. Une semaine, c'est tout. C'est plus que ce que tu m'as donné. J'ai dû quitter ma propre vie immédiatement. Victoria, elle s'est effondrée sur le canapé, comprenant enfin qu'elle avait complètement perdu. Rafala et moi avons quitté ce manoir ensemble. Dehors au soleil matinal, elle a enlevé ses boucles d'oreilles coûteuses et a défait sa queue de cheval sophistiquée. Tu sais ce que je veux faire en premier? Demanda-t-elle. Quoi? Aller dans notre café préféré, le petit bon marché du coin où on prenait le petit déjeuner le dimanche. Je veux m'asseoir avec toi à cette table près de la fenêtre et t'écouter me raconter ta vie d'Elena Vega. Je veux rencontrer ma mère milliardaire, mais je veux aussi retrouver ma mère qui faisait des crêpes le samedi matin. Pour la première fois depuis des mois, je souris sincèrement. Ça a l'air génial, mais tu vas payer le café avec ton propre argent, celui du travail que tu vas avoir demain. Marché conclu. Elle rit et l'espace d'un instant, elle redevint ma fille de H en me serrant dans ses bras après sa pièce de théâtre. 6 mois plus tard, la Fondation Eugenia Martinez aidait plus de 200 mères célibataires à scolariser leurs enfants. Rafala travaillait comme coordinatrice, gagnant un salaire modeste mais honnête. Victoria avait disparu de nos vies et aux dernières nouvelles vivait dans un petit appartement en périphérie de la ville.
La justice ne rime pas toujours avec vengeance. Parfois, elle implique de retrouver ce qui compte vraiment. L'amour, une vraie famille et la paix de savoir que notre valeur ne se mesure pas en argent, mais aux vies que nous touchons avec notre cœur. Je te pardonne ma fille, mais surtout je me pardonne à moi-même.